Hey, salut mes petits créas, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Oui, alors parce que pour 100% de la population, je pense que c'est pas évident, mais un cria, c'est un bébé là-bas. Donc c'est très mignon, ça ressemble un peu à ça. Et comme j'ai pas d'intro particulière, je me suis dit que pourquoi pas, après tout, c'est mieux que de vous appeler mes petits salsifis. Après ces élucubrations sans foi ni loi, je vous retrouve aujourd'hui en cette fin de semaine qui j'espère aura été bonne pour vous faire le book haul du mois de septembre. Donc de vous faire le bilan de mes acquisitions pour ce mois de rentrée. C'est le premier book haul que je fais sur la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez en voir d'autres. Dans ce cas là j'en referai, sinon on laissera tomber et on passera à autre chose, y a aucun problème. Aujourd'hui j'ai pas moins de 18 livres à vous présenter, donc plutôt que de faire durer la vidéo, on va y aller franchement. Petit disclaimer à l'adresse de mon banquier, sur ces 18 livres, il y a 15 livres d'occasion et 3 nouveautés. J'ai pas éclaté mon PEL pour m'acheter des livres. Y a aucun ordre, je vais vous présenter les premiers qui me passent sous la main. Et tout en haut de la pile, on trouve Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy, publié chez Michel Lafon. Alors Sarah McCoy, j'ai beaucoup aimé son dernier roman qui s'appelait Le souffle des feuilles et des promesses, ou l'inverse. J'ai toujours un doute sur ces titres, y a pas à dire, Sarah McCoy m'embrouille le cerveau. On va suivre l'histoire croisée de deux familles, une femme au milieu du 19e siècle qui apprend qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfants, et un couple qui vit à notre époque et qui veut construire une famille en emménageant dans une maison dans laquelle ils vont trouver une étrange tête de poupée découpée sur lesquelles il y a des lignes d'inscrites. Ces deux histoires vont se mêler, j'en sais pas bien plus. Comme j'avais bien aimé ma découverte de Sarah McCoy, je poursuis avec celui-ci. À rejoindre ma palle ce mois-ci, il y a eu 3 parution 2017, dont Dans la forêt de Hokkaido d'Éric Pessan, publié à l'école des loisirs. Ce petit bouquin, je vous en ai parlé dans ma vidéo des livres que j'attendais beaucoup pour la rentrée littéraire du net. Je vous mettrai le lien quelque part par ici. Donc ça raconte l'histoire de Julie, qui est une jeune adolescente française qui, un beau jour, en s'endormant, va se retrouver connectée à l'esprit d'un petit garçon japonais qui a été abandonné dans les bois par sa famille. Je l'ai lu il y a quelques jours, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture, il y a du bon comme un petit peu de moins bon, mais je vous en parlerai plus tard dans un update lecture. D'occasion, chez Boulinier, j'ai réussi à décoter Ma première fois. C'est un recueil de nouvelles publié chez Gallimard dans leur collection Scripto et qui, comme son nom l'indique, je pense que vous vous en doutez, va parler donc de la première fois. Je crois que c'était la révélation du siècle. Je pense que ça peut être très intéressant pour des ados d'avoir un recueil dans lequel plusieurs premières fois sont décrites, des bonnes expériences, des moins bonnes. J'ai hâte d'explorer un peu tout ce panel, en plus il y a du beau monde. Vous avez notamment Patrick Ness qui a pris la plume pour raconter une expérience et j'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner. On va poursuivre avec les trouvailles Boulinier, avec Une tribu dans la nuit de Glenda Millard. Une tribu dans la nuit, ça va raconter l'histoire de Skip, qui est un jeune adolescent ballotté de foyer en foyer jusqu'à ce qu'il soit recueilli par Billy, un SDF. Apparemment, ils vont vivre dans un vieux cirque abandonné et recueillir une troisième personne. J'en sais pas plus, je sais juste que la maison d'édition Helium a été rachetée par Actes Sud et c'est eux qui publient les ouvrages de Suzy Nelson, dont On est tous faits de molécules et Les optimistes meurent en premier. Du coup, j'ai très envie de me laisser tenter par cette histoire qui a l'air très humaine, très riche, et je pense que je vais pas trop en sortir indemne et peut-être même que je vais devoir investir dans les mouchoirs. Alors vous me direz, pour les mouchoirs, j'ai pas franchement besoin d'investir parce que ça se voit ou pas, je suis malade comme un kleps depuis plusieurs jours et j'ai même hésité à me farcir les narines de Kleenex pour éviter les cascades peu reluisantes. C'est ensuite au tour de Itawapa, je pense, de Xavier Laurent Petit, publié à l'école des loisirs. Celui-ci je l'ai dégoté je crois pour 1 € à Emmaüs et ça va raconter l'histoire d'une jeune fille dont la mère est ethnologue et qui est partie secourir le dernier survivant d'une tribu indigène, si j'ai bien compris. Et comme notre héroïne va se retrouver sans nouvelles de sa mère, elle va décider de partir elle-même dans ce coin reculé du monde pour essayer de retrouver sa trace. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus, en général l'école des loisirs j'aime beaucoup ce qu'ils font, ça a l'air extrêmement dépaysant, je pense qu'on va y aborder des thématiques aussi qui sont pas forcément courantes dans la littérature jeunesse, donc je pense que vous commencez à me connaître, ça va forcément me plaire. On passe ensuite à mon petit craquage VO, la photogroupe Facebook du Pumpkin Autumn Challenge, qui regorge de bonnes idées. Moi je peux pas lutter, voilà, vous proposer plein de titres, forcément je suis faible, je craque, je note et j'achète. J'ai donc craqué pour Coraline de Neil Gaiman et plus particulièrement pour l'édition illustrée par Chris Riddle. Coraline, je sais que c'est l'histoire d'une petite fille qui va être dans une maison hantée, mais je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. C'est un grand classique de la littérature jeunesse, il y a même une adaptation apparemment assez flippante qui en a été faite et je ne connais ni l'un ni l'autre. J'ai bien l'intention de rattraper mes lacunes en ce mois d'octobre parce que je pense que Halloween, ou en tout cas la période autour d'Halloween, va vraiment coller à merveille avec cette lecture. On va rester dans les classiques jeunesse avec Le Royaume de Kensuke de Michael Morpurgo. J'espère que ça se prononce comme ça parce que c'est quand même un auteur hyper reconnu dans le domaine de la jeunesse et ne pas connaître son nom, c'est un peu la loose quoi.
On va suivre l'histoire de Michael qui est un jeune garçon qui fait le tour du monde en bateau avec ses parents jusqu'au jour où un terrible accident va se produire, il va se retrouver catapulté sur une île tout seul avec sa chienne et va falloir qu'il se dépatouille, mais apparemment il n'est pas seul sur l'île. Toujours en jeunesse, j'ai mis la main sur Lune indienne. Et alors là, c'est le drame total de Antje Babendererde. Ouais, de quelqu'un qui a un nom très compliqué et très long. Au secours, voilà. Lune indienne, donc ça va raconter l'histoire d'Oliver qui est un garçon comme vous et moi dont la maman va lui annoncer son mariage avec un indien de la tribu des Lakota. Jusque là rien de grave, mais il va se retrouver arraché à sa ville, son appartement, son école et tous ses amis. Il peut lui reconnaître que c'est quand même un petit peu dépaysant, il va se retrouver paumé en plein ouest américain dans une réserve et débrouille-toi avec ça. Ce livre m'a tout de suite tapé dans l'œil parce que je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Encore une fois, c'est une thématique qui va être abordée d'un point de vue, je pense, assez peu neutre au départ. Je pense que cet ado qu'on va catapulter dans une réserve ne va pas franchement avoir l'état d'esprit le plus ouvert qui soit. Ça risque de coincer un petit peu au départ, mais encore une fois, ça risque d'être un roman très prenant, très humain, très touchant. J'en attends énormément, donc affaire à suivre. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un recueil de nouvelles, de réécriture. Je sais pas pourquoi je me fatigue à essayer de faire des introductions avant chaque bouquin. Je patauge, je galère, je rame, et on va les enchaîner. Sinon, on en a pour 4h30 et Mémé Alex, elle va y perdre son latin. En septembre, je me suis également procuré Le fantôme de la tasse de thé. Ça se base sur la légende d'un samouraï qui un jour, en voulant se désaltérer, va boire une tasse de thé dans laquelle malheureusement se trouve un esprit. Me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, mais le Gus va se retrouver maudit d'avoir avalé ce fantôme dans sa tasse de thé. Donc moi je vous dis, la prochaine fois que vous buvez un petit oolong, ouvrez l'œil et puis le bon. Chacun des trois auteurs va donc proposer sa propre suite, sa propre réécriture de cette légende. Et je pense que ça peut être très sympa. Moi j'aime beaucoup les contes asiatiques, donc là le fait que ce soit quelque chose d'inachevé et que chacun va y apporter sa touche, il est court mais il promet d'être sympa. Et on reprend avec une publication de l'école des loisirs. Je vais vous parler de Personne ne bouge d'Olivier Adam, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui complètement par hasard un jour va se rendre compte qu'il a le pouvoir, la capacité de figer le temps pour les autres, mais pas pour lui, donc il va pouvoir figer tout ce qui l'entoure et se balader dans ce présent mis sur pause. Je n'en sais pas plus, c'est extrêmement court, hein, ça fait à peine... C'est un récit qui fait 90 pages, donc ce sera lu très vite. Et ça m'intriguait, j'ai eu envie de voir ce que ça peut donner. Affaire à suivre. On enchaîne avec Rue du Paradis de Cécile Gate, publié chez Oscar Éditeur. Alors ça va raconter l'histoire d'un jeune garçon métis qui va déménager avec sa maman aux Rue du Paradis et qui, entre deux grosses périodes d'ennui, va se lier d'amitié avec sa voisine, Madame Henriette, qui apparemment cache un secret. La couverture laisse présager un récit plutôt doux, plutôt mignon, plutôt plein de bons sentiments. Ça se trouve, je fais complètement fausse route et Tata Henriette, elle va défoncer petit garçon, mais j'ai quand même des doutes. On continue dans le jeunesse avec XXL de Julia Bell, publié chez Milan dans leur collection Macadam. On va suivre l'histoire de Carmen, qui est une jeune adolescente dont la mère a visiblement des troubles liés à l'alimentation, c'est-à-dire qu'elle est vraiment omnubilée par les notions de poids, de calories. Il faut manger très très peu, elle se trouve grosse alors qu'elle flotte dans tous ses vêtements. Je pense ne pas trop m'avancer en vous disant que sa maman souffre d'anorexie et que du coup Carmen a toujours nagé là-dedans. Elle a toujours eu comme exemple un rapport hyper conflictuel avec le poids. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant déjà que la dynamique soit inversée, c'est-à-dire que pour une fois, c'est pas l'adolescente qui souffre de troubles du comportement alimentaire, qui souffre d'anorexie, et je pense que ça peut permettre d'avoir de mettre en lumière le phénomène danger de l'anorexie, mais de manière extérieure. Donc peut-être que l'auteur s'est dit que les adolescents du coup qui vont s'identifier à Carmen auront cette espèce de recul qui permet de mieux analyser une situation. Je sais pas si je suis très claire, ça a l'air limpide comme de l'eau de boudin. La fièvre la fièvre me rend pantelante, je déblatère comme un pauvre chameau analphabète, c'est terrible. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que comme ça n'arrive pas à Carmen, du coup ça n'arrive pas au lecteur par effet d'association, mais que le lecteur va assister de manière plutôt éloignée à ce que ça peut être pour quelqu'un de notre entourage, et du coup je me dis que peut-être c'est une façon un petit peu différente d'aborder ce sujet, et ça m'a paru pas mal. Dernier achat jeunesse du mois, et si vous avez fait le calcul, vous vous rendez compte qu'il reste pas trop de place pour autre chose, mais bon, que voulez-vous
rassurez-vous, je suis un petit peu monomaniaque depuis quelques mois. En septembre, je ne pouvais pas ne pas m'acheter L'Aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, publié chez Gallimard Jeunesse. Je vous en ai parlé encore une fois dans ma vidéo sur la rentrée littéraire du net. C'est une des sorties que j'attendais avec le plus d'impatience. Je me suis ruée en librairie, je n'ai pas pu résister. J'aime énormément la plume d'Anne-Laure Bondou, donc je pense que je vais passer un moment, sans mauvais jeu de mots, grandiose. Je passe au seul manga présent dans ce book haul, et il s'agit du tome 7 de The Ancient Magus Bride par Korei Yamazaki, et paru chez Komiku il y a, je pense, quelques jours. Je vous dis je pense parce que je n'ai pas acheté ce manga, en fait je l'ai gagné pendant la tombola qui était organisée pour la projection des 3 premiers épisodes de la série animée qui a été tirée de cette saga. Et du coup j'étais très contente de gagner ce tome 7. Le problème c'est que j'ai lu que le premier tome. Vous voyez monsieur le banquier, on me force la main, je vais être obligée d'acheter les 5 tomes qui me manquent. Et oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le manga, on va suivre l'histoire de Shizé qui est une slave vega, c'est-à-dire une humaine avec la capacité de voir les esprits et toutes les créatures surnaturelles, qui va être vendue aux enchères à un sorcier qui a une tête de crâne et dont j'ai bien sûr oublié le nom, qui va donc l'acheter pour en faire son apprenti et visiblement aussi son épouse. Peut-être que les puristes de la série vont me dire que c'est un petit peu trop léger comme résumé, mais sincèrement les dessins sont plutôt cool, l'histoire est assez prenante. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas poursuivi tout de suite après ma lecture du premier tome. Ça va être l'occasion et je suis très contente de continuer l'aventure. Je vais enfin pouvoir passer aux 4 derniers romans de cet énorme book haul et je vais commencer par vous parler de Sous la vague d'Anne Persin, publié dans la collection La Brune Orwerg. Et là je vais être bien embêtée pour vous faire un résumé puisque je n'ai pas voulu lire la 4e de couverture. Anne Persin, c'est celle qui avait écrit Ma mère, le crabe et moi, dont je vous ai parlé dans mon top 5 des romans jeunesse que je recommande à tout le monde, où j'avais envie de découvrir sa plume dans ses romans dits adultes. Dans cette comédie sociale, Anne Persin porte sur le monde contemporain, ses catastrophes et ses futilités, un regard d'un humour mordant tout à fait réjouissant. Moi j'avais adoré son humour dans Ma mère, le crabe et moi. On me propose de le retrouver sur une vision un petit peu plus globale de notre société actuelle. Je dis banco banco, on y va, c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Je n'ai pas 94 ans, hein, pourtant c'est promis, mais parfois j'ai des... Comment dire, je vomis la désuétude, comme je transpire la désuétude par tous les pores de ma peau. Que voulez-vous que je vous dise? Je n'y peux rien. Finissons ce book haul avec Mémé Prada et parlons un peu de Danish Girl, le roman de David Ebersov qui a eu droit à une magnifique adaptation il y a de ça quelques années, qui m'avait laissé... exsangue, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai trouvé Eddie Reinmar et Alicia Vikander poignants, j'ai adoré leur interprétation. Tout est beau et le sujet est vraiment très profond. C'est la première personne transgenre à avoir subi une opération pour changer de sexe. Je trouve que c'est un témoignage hyper actuel, très important, et je suis contente de l'avoir enfin dans ma pile à lire pour découvrir la version écrite de ce petit chef-d'œuvre. Avant-dernier livre de ce book haul, j'ai envie de vous parler du Syndrome de la vitre étoilée, écrit par Sophie Adriaanse et publié aux éditions du Fleuve. C'est un roman qui va parler du désir d'enfant et de la prise de pouvoir d'une jeune femme sur son corps qui veut absolument un enfant et qui va passer par 1001 trucs pour essayer d'en avoir un. C'est Pico de la chaîne Pico Books qui l'a recommandé dans une de ses dernières vidéos. Elle l'a extrêmement bien vendu, donc je vous mettrai sa vidéo dans le petit et en barre d'infos. Allez faire un petit tour et je pense que vous allez vous ruer en librairie. Et enfin, dernier livre de ce book haul, il s'agit de Nosfera 2, Nosferatu, état de Christmas Land par Joe Hill. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils de Stephen King. Alors bien sûr, fille 2 ou fils 2 ne veut pas dire écrit comme aussi bien, mais qu'on va quand même retrouver un petit peu de cet univers glauque macabre familial dans ses romans, il n'y a pas à dire. Joe Hill, je l'ai découvert avec la série de BD Lock and Key, dont il était scénariste, qui m'avait beaucoup plu, même si je crois que j'ai lu que les 2 premiers tomes, et j'avais vu passer sur la chaîne d'Opaline la BD Bienvenue à Christmas Land. Déjà le pitch m'avait vraiment emballé. Je suis tombée chez Boulinier sur cette petite chose pour moins de 2 €, donc vous pensez bien que je n'ai pas résisté. C'est l'histoire de Charles Manx, qui est un homme qui capture des enfants dans sa voiture pour les emmener dans un endroit qui s'appelle Christmas Land, mais qui est tout sauf une partie de plaisir, puisqu'apparemment c'est peuplé de bestioles et de trucs absolument horrifiques. Et c'est pas dit clairement, mais je pense que les enfants n'en ressortent pas tout à fait indemnes, à condition même qu'on parte du principe qu'ils en ressortent. Cette famille. La route de Charles Manx va croiser celle de Vic McQueen, qui est un jeune garçon qui passe ses journées sur sa bicyclette à la recherche des gens ou des objets perdus. Quand leurs 2 chemins vont se croiser, je pense que ça va faire des étincelles, et je pense me le garder pour la semaine autour d'Halloween, histoire de me foutre un petit peu la pétoche.
cloche. Bon, on est enfin venu à bout de ce premier book haul. J'espère qu'il vous a plu. Je ne suis pas encore hyper à l'aise avec le format. J'ai peur que ça dure des plombes, donc je reste peut-être pas assez sur les livres. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je lis toujours vos commentaires avec attention et je ne prends pas mal quand vous me faites des suggestions, donc allez-y, n'hésitez pas. Dites-moi aussi ce que vous avez acheté vous en septembre, quelles sont les sorties que vous attendiez comme des fous ou celles que vous attendez aussi pour octobre. C'est toujours un plaisir de vous lire, donc franchement faites-vous plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.